Alors bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par les CCI de Bourgogne-Franche-Comté. Donc il s'inscrit dans le cadre de webinaires que nous organisons depuis le mois d'octobre sur toute la thématique de l'énergie. Nous accueillons aujourd'hui Enedis qui viendra nous parler de la problématique des coupures d'électricité, ce qu'on appelle le délestage. Avant cela, donc, je tenais à vous informer que vous pouvez revisionner les différents webinaires que nous avons organisés depuis le mois d'octobre et que vous serez alerté des futurs webinaires que nous organiserons notamment en janvier et en mars sur d'autres thématiques liées à l'énergie. Donc vous recevrez en fin de rencontre le support de présentation ainsi que des liens vers des sites d'information où vous pourrez vous renseigner sur les sujets qui seront évoqués aujourd'hui. Donc je vous informe aussi que vous pourrez avoir accès à la liste de l'ensemble des conseillers de Bourgogne-Franche-Comté qui pourront vous aider à trouver des réponses à vos interrogations sur cette thématique-là. Vous recevrez l'ensemble de ces documents par mail à la fin de la rencontre. Donc je vais laisser tout de suite la parole aux représentants d'Enedis qu'on remercie et qu'on accueille tout de suite. Bonjour, donc Cindy Louet, je suis interlocuteur privilégié pour les entreprises. Et il y a mon collègue. Serge Omette, donc je suis l'homologue de Cindy dans le département de la Saône-et-Loire, donc interlocuteur des collectivités et du marché d'affaires. Voilà. En fait, sur chaque département, il y a un interlocuteur privilégié. Donc on vous mettra à la fin de ce webinaire les coordonnées de chaque personne. Je vais commencer déjà par remercier la CCI de nous accueillir et de nous avoir invités pour parler du passage de l'hiver 2022-2023. C'est effectivement, on va parler du délestage. Il faut bien comprendre le mécanisme. Et en fait, nous, on va vous expliquer comment ça se passe pour que vous, derrière, vous pourriez anticiper si ça devait se passer, puisqu'on pas complètement sûr qu'on arrivera au délestage. Il y a quand même un fort risque, mais aujourd'hui, on n'a pas encore de date, on ne sait pas si ça va vraiment se passer ou pas. Donc, le but de cette intervention, c'est de comprendre pour que vous, derrière, vous puissiez faire votre plan et anticiper. L'anticipation, c'est ce qui vous permettra de passer au mieux, en fait, ces possibilités de coupure. Donc, dans un premier temps, vous voyez à l'écran ce schéma. Il faut savoir que les acteurs de l'énergie, je vais vous expliquer ça parce qu'en fait, on va comprendre le périmètre de chacun et vous allez comprendre l'importance de ce périmètre. Donc en fait, les acteurs de l'énergie, ça se divise en 4. On a 2 activités en concurrence, qui est la production et les fournisseurs. La production, c'est bien évidemment tout ce qui est centrales nucléaires, barrages hydrauliques, les photovoltaïques, les productions photovoltaïques, les éoliennes. Voilà, il y a effectivement de la production. Donc ça, c'est je produis de l'énergie. Une fois qu'on a produit l'énergie, il faut savoir que l'électricité ne se stocke pas, ou en tout cas, c'est très compliqué à stocker. Donc du coup, dès qu'on produit, on envoie sur le réseau. La première partie, c'est le réseau RTE, c'est le transport de l'électricité sur des voltages énormes. C'est ce qu'on appelle l'autoroute en fait de l'énergie. C'est les grands piliers que vous pouvez voir plutôt en zone urbaine. Donc ça c'est RTE, c'est le réseau de transport d'électricité. Une fois que RTE nous passe la main en fait sur les postes sources. Les postes sources, c'est important de comprendre ce que c'est parce que ça va être vraiment là où ça va se passer. Puisque le délestage va se passer dans les postes sources. Les postes sources, en fait, il y a une partie RTE et il y a une partie Enedis. On va abaisser la tension de l'électricité. Donc, comme je vous disais, RTE va nous apporter une énergie très puissante et nous, on va déjà la diminuer pour pouvoir après la distribuer. Donc, Enedis, notre entreprise, en fait, assure la mission de service public en distribuant l'électricité à tous les consommateurs, que ce soit les professionnels ou les particuliers. On amène l'électricité partout en France. Ensuite, nous avons l'activité en concurrence.
Donc, l'activité en concurrence, c'est les fournisseurs. Les fournisseurs, vous avez plusieurs exemples de fournisseurs. Il y a EDF, il y a Enedis, il y a Engie, Total Energy et plein d'autres. Si vous voulez retrouver la liste des fournisseurs, vous pouvez aller sur le site de la CRE, Commission régulatrice de l'énergie. Donc les fournisseurs, eux, vont s'occuper de vos factures. En fait, nous, Enedis, on va leur donner votre consommation via les compteurs d'électricité, mais tous les fournisseurs, donc on travaille avec tous les fournisseurs, ils vont pouvoir identifier votre consommation et vous facturer. Donc c'est vrai que vous, en général, vous avez plutôt accès à vos fournisseurs pour tout ce qui est question factures, services et autres. Et ensuite, bien évidemment, il y a les clients. Alors là, s'il y a des questions, je veux bien répondre déjà sur cette partie-là. Donc sinon, Enedis, c'est une mission de service public. Donc là, je vous ai mis une image qui correspond un petit peu à notre environnement. Donc on a sur la droite, conduire et piloter le réseau à distance. Donc ça, c'est l'agence conduite réseau. En fait, nos collègues sont 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et ils voient effectivement ce qui se passe sur le réseau. Donc nous, on est partagés, on va dire, en anciennes régions, c'est-à-dire Bourgogne, on a une en Franche-Comté aussi, et puis sur les autres régions. Et donc on voit niveau informatique, en fait, tout notre réseau. Quand il y a une ligne qui tombe, quand il y a une panne qui se produit, nos collègues sont immédiatement informés par notre réseau, on va dire, d'agences conduite. Et ensuite, on va pouvoir identifier la panne, rétablir, etc. Quand il y a une panne, vraiment, on va dire une ligne qui tombe, par exemple, on va aussi envoyer le dépannage qui est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Comme je vous disais tout à l'heure, pour les fournisseurs, nous avons la gestion de tous les compteurs. Et donc, on va communiquer, en fait, vos consommations aux fournisseurs. Il y a le raccordement au réseau électrique. Ça, c'est pareil. Vous pouvez avoir besoin, je ne sais pas, vous déménagez dans un local qui va se construire, vous avez besoin de plus de puissance, passer d'un segment jusqu'à 36 kg et passer au-dessus de 36 kg. Donc tout ça, vous pouvez faire via directement Enedis, et donc on vous mettra le lien pour tout ce qui est raccordement. Pareil, vous voulez faire un raccordement photovoltaïque, puisque le photovoltaïque, il est branché aussi sur notre réseau. Donc vous avez ce projet-là, vous pouvez tout à fait contacter Enedis, et puis nous on vous accompagnera sur le raccordement. Et notre mission aussi, c'est exploiter, moderniser le réseau pour qu'il soit le plus performant possible et que la qualité de fourniture soit au top. Est-ce qu'il y a des questions ? À ce stade, pour ce moment, pas. Donc je pense que le cadre que vous avez posé semble clair. Donc on va rentrer peut-être maintenant dans le vif du sujet. Tout à fait, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, pour comprendre, en fait, pourquoi il y aurait ce risque de délestage, en fait, il faut savoir, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, l'électricité ne se stocke pas. Et nous avons, à des moments, des pics de consommation. Donc, nous, notre production, en général, elle est assez lisse. Mais malheureusement, il suffit qu'il y ait un hiver très rigoureux qui pourrait avoir un pic, parce que forcément, nous, on a envie de se chauffer, que ce soit en entreprise, les particuliers, on peut avoir ce pic-là. Donc, RTE, Réseau de transport d'électricité, eux, ils ont une vision au niveau national et ils vont effectivement surveiller cette courbe. On va surveiller cette courbe parce que si jamais l'offre entre la consommation et la production ne serait pas en équilibre, on aurait du délestage, on aurait une coupure, on pourrait même aller jusqu'au blackout, même si aujourd'hui on est très sécurisé et ça n'arrivera pas. Mais c'est vrai que si on a une consommation qui est plus importante que la production, eh bien ça veut dire que ça pourrait faire une disjonction en fait de notre réseau, ce qu'on appelle faire tomber le réseau.
Donc pour éviter bien évidemment cela, hein, parce que c'est quelque chose qui serait beaucoup plus compliqué à remettre en route, RTE va suivre cette consommation pour passer cet hiver. Et puis, il va nous demander de faire plein de choses, hein. Avant le délestage, on en parle depuis, on va dire cet été, hein. Les appels aux éco-gestes, hein. Oui, même si des fois on se dit, bon, c'est qu'une prise, c'est qu'un chargeur, c'est qu'un radiateur. Oui, mais si tout le monde fait ça, ça nous permettrait de passer cet hiver. Il y a une autre chose qui est importante, c'est les contrats que certains, alors je ne sais pas s'il y en a chez vous, mais en tout cas c'est un recours au service d'interruptibilité. Ça veut dire que c'est des gros consommateurs qu'on a identifiés et on a passé des contrats avec eux et donc on va leur demander effectivement d'arrêter immédiatement leur consommation pour pouvoir passer ce pic qui pourrait effectivement éviter le délestage. Il y a aussi une action, on a entendu parler dans les médias, le ballon d'eau chaude. Alors non, on ne va pas couper l'eau chaude, on va juste décaler. En fait, c'est un signal qu'on envoie au cumulus, hein, au ballon d'eau chaude. Et en fait, on va décaler ces heures, ce signal, pour pouvoir tout simplement effacer, pareil, ce pic de consommation. Il y a une baisse de tension qui est de 5%. Alors ça, c'est vraiment un petit geste, mais ça nous permet aussi, hein, chaque petit geste nous permet de ne pas aller sur le délestage. Donc on va baisser la tension et là, tous les appareils fonctionnent avec moins 5%. Il n'y a pas de difficulté. Il y a des questions peut-être? Alors j'ai deux questions de nature différente. Donc là, vous nous expliquez qu'effectivement le réseau n'aurait pas suffisamment d'approvisionnement. La question, c'est quelles en sont les différentes raisons. Et puis j'ai une deuxième question d'une personne qui nous interroge sur ces panneaux solaires. Est-ce qu'ils pourront continuer à fonctionner même s'il y a une coupure? Alors, je vais déjà répondre sur la première question. Les raisons de ce délestage, pourquoi effectivement depuis des années en fait on n'a pas eu ce genre d'événement. Ce qu'on ne sait pas forcément, c'est qu'aujourd'hui, on a toujours prévu un délestage. Ça existe depuis toujours. Nous, Enedis, on a toujours fait ce programme de délestage et on se préparait à cela. Sauf que le risque était tellement, on va dire, bas qu'on ne communiquait pas et que les médias n'en parlaient pas. Aujourd'hui, on en parle, d'une part, tout simplement parce que nos centrales en France sont en maintenance. Il y a eu le Covid qui a retardé certaines maintenances, bien évidemment, puisque c'était plus forcément la priorité au moment du Covid, sauf qu'on a pris du retard là-dessus. Donc, en ne faisant pas cette maintenance, ça veut dire qu'on a arrêté à peu près aujourd'hui la moitié, mais le groupe EDF est en train de réactiver tout ça et de trouver des solutions pour que nos centrales puissent réouvrir au plus vite. Et effectivement, ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a le gaz. Vous savez, hein, c'est géopolitique. En fait, la guerre en Ukraine, hein, même si je n'aime pas dire à cause d'eux, mais finalement, la rareté du gaz, en fait, va aussi diminuer la production d'électricité, puisque l'électricité, c'est européen. Et en fait, il y a des centrales qui produisent des centrales au gaz qui produisent de l'électricité. Et donc c'est pour ça que en fait, nous avons un manque d'électricité sur le niveau européen en fait. Hein. Il n'y a pas que la France qui est impactée par ce phénomène-là. Donc c'est vraiment l'Europe et du coup, oui, on subit aussi ce manque de gaz. Il y a aussi la sécheresse. Et oui, là, on a des barrages hydrauliques et malheureusement, on n'a pas pu les mettre en route, ou en tout cas suffisamment en route, pour compenser ce qu'ils produisaient sur les autres années où la pluie était importante. Et voilà, la sécheresse nous a aussi impacté énormément sur nos barrages hydrauliques.
Tu veux rajouter quelque chose, Serge? Non, je crois que tu as bien résumé, sachant qu'on a aussi en France des productions à base de gaz, les cogénérations, qui pour des raisons d'approvisionnement et financières ne vont pas tourner à plein, voire ne pas tourner du tout cet hiver. Et effectivement, les réserves hydrauliques sont au plus bas, donc la colonne d'eau qui peut nous permettre de produire de l'électricité l'hiver sera moins importante. Donc combiné effectivement à l'indisponibilité d'un certain nombre de tranches de production nucléaire, au contexte européen, on se retrouve avec une situation qui, on est on est très thermosensible d'ailleurs, en cas de vague de froid, pourrait conduire à précariser l'équilibre production-consommation, sachant que chaque seconde qui passe, on doit produire exactement, ni plus ni moins, ce qui est consommé. Alors la deuxième question sur les panneaux photovoltaïques, les panneaux qui sont qui normalement sont raccordés au réseau. Donc effectivement, par mesure de sécurité, si vous voulez, quand il y a une coupure, alors quand il y a une panne, et donc là on parle de délestage, effectivement les panneaux ne vont plus produire. Il y a vraiment un lien, c'est connecté au réseau. Donc si le réseau est coupé, les panneaux photovoltaïques ne vont pas produire. Alors il peut y avoir différentes techniques. Si vos panneaux photovoltaïques ne sont pas raccordés sur le réseau et sont sur des batteries, ça pourrait effectivement, mais là finalement c'est sur installation intérieure, donc je ne pourrais pas répondre. Mais en tout cas, tous les panneaux photovoltaïques raccordés à nos réseaux ne fonctionneront pas au moment du délestage. Tu confirmes ? Je confirme, et en plus, il y a une forte probabilité d'occurrence pour que les moments où le délestage sera nécessaire soient des moments où on n'aura pas de soleil, on sera probablement de nuit. Donc ça sera certainement pas le sujet. Voilà. Donc on a bien compris les différentes raisons de cette pénurie d'énergie et de ce risque d'en arriver jusqu'aux coupures, au délestage. Donc maintenant, peut-être nous indiquer la façon dont ça pourrait se passer. Ça pourrait se parce produire. qu'on n'est toujours pas sûr. Non, on n'est pas sûr parce que si on a un hiver, quand on voit le mois d'octobre qui est passé ou même le mois de novembre, on n'a pas eu des températures. Voilà, on a eu vraiment un été indien, on pourrait dire. Donc c'est vrai que c'est toujours une histoire aussi de météo. Donc effectivement, si on devait venir au délestage, en fait, on a une chronologie. Pour tout vous dire, on a fait des exercices nationaux, si ça devait se produire. Et donc, on va faire à J-3. J-3, RTE va nous annoncer, RTE, Réseau Transport Électricité, annoncera une vigilance renforcée à nous, à Enedis. Nous, on va préparer un pré-plan de délestage. C'est-à-dire que RTE va nous annoncer, voilà, nous, il faut qu'on récupère tant de mégawattheures, donc il faut effectivement que vous nous produisiez un plan de délestage pour diminuer tant de mégawattheures. Donc la CR, donc l'agence réseau conduite, va effectivement regarder ce qui est délestable et ce qui ne l'est pas, et va enclencher un premier plan qui va être validé. Le plan de déclenchement RTE à J+1 sera annoncé vers 18h à Enedis, et nous, Enedis, on va commencer à vous communiquer les informations vers 21h. On est en train de regarder si on peut décaler, mais là pour l'instant c'est pas validé. Donc pour l'instant, voilà, ça sera au plus tard vers 21h, vous serez avertis si la coupure se réalise ou pas. Le lendemain. Le lendemain. Donc, comment les coupures vont être organisées ? Bien évidemment, on ne va pas couper tout le monde de la même façon, et surtout on va être au plus juste. On va organiser de façon tournante pour limiter l'impact. On ne coupera pas plus de 2 heures nos clients par jour. Et ça ne veut pas dire forcément tous les jours, bien évidemment. Normalement,
si on fait de façon tournante, on pourrait être coupé 2 heures par jour maximum. Donc tous les clients sont concernés, que ce soit les entreprises, les professionnels, les particuliers. Les créneaux horaires de coupure, alors c'est toujours approximatif, puisque comme je vous disais, hein, c'est vraiment en fonction. On a estimé que nos pics de coupure par rapport aux années antérieures, c'est de 8h, 13h et de 17h30, 20h30. Hein, voilà. Et c'est sur 2 heures. Les clients prioritaires, je pense que vous en avez entendu parler, vous posez tous la question, est-ce que je suis client prioritaire? Il faut savoir que c'est bien la préfecture qui nous donne la liste. Le rôle des RTE nous dit il faut délester. La préfecture, sur une hauteur de 38%, a fait une liste de clients prioritaires. Et bien évidemment, on peut voir des exemples comme les hôpitaux, l'installation industrielle, voilà, des choses vraiment prioritaires qui ne peuvent pas être coupées pour... c'est de la défense nationale ou voilà. Si vous n'êtes pas client prioritaire, vous n'avez pas d'informations, la liste n'est pas diffusable et il y a uniquement les clients prioritaires qui ont cette information par rapport au préfet. Je vous propose aussi de vous inscrire à EcoWatt. EcoWatt, en fait, c'est très simple. Hein. Vous pouvez mettre tout simplement votre téléphone, votre adresse mail et votre code postal et vous allez pouvoir suivre. Si tout est au vert, vous allez... en fait, EcoWatt, c'est RTE qui met ça en place et qui va vous dire, effectivement, si cette semaine elle est plutôt verte, on a très très peu de risques. Quand ça va devenir orange, là, c'est important vraiment que tout le monde fasse un effort sur les éco-gestes et autres, parce que ça veut dire qu'on est en tension et qu'effectivement, on pourrait déclencher le délestage dans peut-être 3 jours. Donc voilà, et puis quand on arrivera sur les zones rouges, ça veut dire que le déclenchement du délestage sera engagé, et puis donc là, on pourrait vous prévenir. En sachant que les professionnels vont recevoir un SMS de notre part vous informant que vous allez donc délester sur telle période de la journée. Hein. Donc ça sera la veille pour le lendemain. Donc l'importance de ce que je disais à l'introduction, c'est bien de prévoir, vous, votre plan. Hein, parce que vous voyez, aujourd'hui, vous allez être prévenu que la veille. Donc ça veut dire qu'il faudra anticiper. Faites votre plan, savoir voilà, qu'est-ce qui se passe si je suis délestée de 8h à 10h ou de 10h à midi. Prévoyez votre plan pour subir le moins d'impact possible sur votre coupure. J'ai une question sur les zones tournantes. Oui. On me demande des précisions. C'est quel type de zone? C'est un département? C'est une commune, une collectivité? Comment ça se passe? Non, en fait, c'est vraiment très très aléatoire. Je vais vous mettre ce slide. Elle est pile poil, la bonne question au bon moment. Donc en fait, le réseau de distribution, il est composé d'un poste source. Je vous expliquais qu'à l'intérieur du poste source, en fait, donc il y a RTE qui nous apporte l'énergie. Il est constitué comme ça. Donc on va prendre l'exemple du poste source A. En fait, le poste source B de l'autre côté, c'est ce qu'on appelle un poste source de secours. Donc le A, à l'intérieur de ce poste source, on va avoir plusieurs départs. Donc ça peut être, je sais pas, 10, ça va dépendre complètement de la taille. Oui, c'est une bonne moyenne, 10. En fait, on aura plusieurs départs. Et le départ va alimenter les postes de distribution publics ou les postes de distribution privés, ce qu'on appelait anciennement les tarifaires, c'est les C2, C4, C2, C3, pardon. Et donc, on va couper toute la ligne. Par exemple, si sur le délestage, sur notre plan de délestage, on intervient et que le départ, le premier où il y a 1, 2, 3, 4, 5, on va couper toute la ligne. Alors, au niveau urbain, quand je vais couper un départ sur une zone urbaine, finalement, ça va être peut-être un quartier, peut-être qu'une rue, ou pas. Voilà, ça va vraiment dépendre. Donc ça, c'est des données confidentielles que je ne peux pas mettre à disposition. Mais par exemple, sur les zones rurales,
un départ peut alimenter 4, 5, 6 communes en fait. Donc je ne peux pas vous dire plus parce que le réseau il est maillé d'une certaine façon et ça sera vraiment sur le plan que l'ACR, donc l'agence conduite réseau, va déterminer. Mais effectivement, et des fois notre voisin d'en face aura l'électricité et puis nous on sera coupé. Ben oui, ça dépend comment est maillé le réseau. Donc en fait là, je peux pas répondre à la question réellement. C'est chaque départ est différent. Parce que la question de la personne est indiquée, j'ai 2 usines dans le même département, par exemple, elles seront-elles coupées en même temps? Et aucun moyen de le savoir. De prime abord, non. Puisqu'en fait, on va recevoir une demande de RTE avec une puissance à couper, avec un plan de délestage correspondant, et il va y avoir des choix de ce qu'on appelle des départs moyenne tension, à couper en fonction de la puissance. Et donc, de prime abord, non, on peut pas savoir qui va être coupé. Comme l'a dit Cindy, parfois des départs alimentent plusieurs communes. Parfois, dans une commune, même rurale petite, on peut avoir 3 départs moyenne tension. Donc, ça sera quelque chose d'aléatoire qui va être défini la veille au soir pour le lendemain. Okay, donc, si je suis une entreprise, très concrètement, je télécharge EcoWatt, oui. J'identifie les couleurs d'alerte. Orange, il faut que je m'y prépare. Rouge, c'est quasi certain, c'est bien ça. Rouge, c'est certain, on y va. Et comment j'ai l'information que c'est bien mon quartier ou mon secteur géographique qui va faire l'objet du délestage? C'est l'information après 21h, c'est ça? Oui, tout à fait. À 21h, Enedis va envoyer en fait des SMS au numéro que vous avez donné quand vous avez créé votre contrat avec votre fournisseur. Et donc, nous, on va envoyer des SMS en disant « Attention, votre point de livraison, votre PDL ou votre PRM va être touché par ce délestage de telle heure à telle heure. » Alors j'ai une autre question encore plus pratico-pratique d'un restaurateur qui indique que si on coupe le matin, il ne pourra probablement pas ouvrir le midi dans la préparation de son restaurant, et il demande s'il y a des assurances qui couvrent ces coupures et également sur les problèmes qui pourraient arriver avec les appareils électriques. Voilà. Alors, donc, y a-t-il des assurances? Y a-t-il des choses qui peuvent être remontées pour obtenir un dédommagement ou absolument pas? Nous, de notre côté, il n'y a pas d'assurance prévue pour ce délestage, puisqu'il faut bien comprendre que le délestage, c'est pour protéger tout le monde. Donc tout le monde va subir cette coupure, et bien évidemment, il n'y a pas de rémunération sur ce délestage. C'est vraiment un effort national pour tous, et donc non, il n'y a pas d'assurance de perte pour effectivement que vous fermez le midi. Ben oui, je comprends, vous n'allez pas pouvoir ouvrir votre restaurant, mais non, ça c'est absolument pas prévu. Et donc il le saura à 21h la veille? À 21h la veille. D'accord, très bien. Et donc la seule réponse qu'on peut apporter, c'est de se préparer, c'est-à-dire vérifier vos appareils, faites un test d'extinction peut-être en amont, et essayer d'identifier les éléments sensibles. Tout à fait. C'est bien pour ça qu'aujourd'hui on intervient avec la CCI aussi. C'est pour vous prévenir que oui, ça peut arriver, et il ne faut pas qu'à 21h vous décidiez de votre plan. Il faut bien anticiper. Donc si vous savez qu'il y a une coupure chez vous, qu'il y a des appareils sensibles, je les débranche, je les déconnecte. Il faut savoir que oui, aujourd'hui on a une qualité de fourniture et une continuité de fourniture qui est très très bonne en Bourgogne-Franche-Comté, ça c'est certain, mais une panne peut intervenir. Donc faut pas oublier que l'électricité c'est pas aussi simple, c'est pas quelque chose qui est en continu tout le temps. On peut avoir aussi des pannes. Donc là le délestage, à l'inverse, c'est que vous êtes prévenu et vous savez que ça va durer que 2 heures. Une panne, ça peut être bien plus long. Donc de toute façon, j'ai envie de dire, prenez vos précautions, anticipez votre plan, parce que même si ça ne sert pas pour cet hiver, et franchement, on en serait ravis, ça nous ferait plaisir que ça se passe comme ça, mais c'est pas perdu, préparez votre plan, parce que de toute façon, un jour ou l'autre, vous pouvez avoir une panne. D'autres questions? Alors, une autre question, c'est sur la fréquence.
C'est-à-dire, je suis prévenu, il y a un délestage de 2 heures tel jour. Est-ce qu'il y a des chances qu'il y en ait un autre en après-midi ou en fin de journée? Est-ce qu'il y a des chances que j'en ai plusieurs dans la semaine, La fréquence. Voilà, la fréquence de subvenance de ces coupures inopinées? C'est toujours la même chose, ça va être vraiment en fonction. Alors, nous, vraiment, notre objectif, c'est de faire tourner. Donc, plus on va dire, plus l'hiver sera rigoureux, oui, on a des possibilités d'être coupé plusieurs fois dans la semaine. C'est absolument pas ce qu'on souhaite, hein. Mais ça pourrait intervenir. Je ne peux pas vous garantir qu'il n'y aurait qu'une fois par semaine. Mais peut-être qu'il n'y aura qu'une fois par mois aussi. On ne peut pas deviner aujourd'hui. C'est vraiment une histoire d'équilibre. Donc, si l'hiver est rigoureux, que nos centrales n'ont pas pu rouvrir à temps, que nos barrages n'ont pas eu suffisamment d'eau pour pouvoir produire, c'est plein d'éléments qu'on ne peut pas maîtriser. En complément, j'ai 2 autres questions sur la période la plus probable au regard des informations que vous avez et des années d'identification des besoins. Et puis, est-ce qu'en fonction de sa zone géographique, alors on est plus susceptible d'être coupé que d'autres? Non, parce que quand il y aura du délestage, ça sera au niveau national. En fait, RTE gère nationalement et donc toutes les régions vont faire un effort. Donc, peu importe. Mais effectivement, sur les zones où il y a un peu plus de froid, on consomme un peu plus d'électricité que par rapport forcément dans le sud, forcément. Mais par contre, l'effort va être réparti sur tout le monde et ça va être vraiment tournant. Donc, ça n'a rien à voir avec les zones de production? Non, il n'y a pas de lien là-dessus. On va faire un effort tous ensemble. Je vous laisse poursuivre. Pour le moment, pas d'autres questions, mais on vous fera remonter les informations. Donc là, je vous ai mis aussi un numéro d'urgence. Hein, donc, vous le voyez apparaître à l'écran. En fait, ce numéro d'urgence, c'est vraiment en cas de panne, hein, donc pas en cas de délestage, bien évidemment. Vous voyez un câble à terre, vous voyez... je me demande si... Il manque un chiffre, il manque le 72. Oui, il manque 72. Bon, on va vous le remettre correctement sur la présentation. Et puis donc, le dernier chiffre, ça sera votre département. Donc, par exemple, Côte d'Or 21, 71, etc. Donc, écoutez, merci en tout cas de nous avoir écoutés. J'ai une autre question sur bien sûr. le téléphone, oui. Notamment la téléphonie mobile. Est-ce que vous avez des informations des gestionnaires de réseau par rapport à leurs équipements et notamment les antennes relais? Alors, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, il y a des clients prioritaires. Donc, c'est le préfet de chaque région qui identifie en fait les clients prioritaires. Donc, il faut savoir que les antennes relais, sur certaines, il y a des batteries. Donc, ça va fonctionner. D'autres, peut-être que du fait qu'elles n'ont pas été forcément réactualisées ou autres, il y a peut-être plus de batterie sur certaines. On a dans les zones prioritaires, effectivement, on va dire des relais qui ne seront forcément pas coupés puisqu'elles seront sur un départ qui ne seront pas délestables. Voilà, ça va être aléatoire. Je pense qu'il y aura forcément une qualité un peu moindre sur la téléphonie, mais normalement, on pourra quand même accéder, on va dire, au principal, c'est-à-dire les secours s'il y a besoin. Voilà. Quand il y a du délestage, en fait, il faut faire un effort. Et ça aussi, c'est pareil, peut-être pas faire des appels sortants quand on est en délestage, laisser passer et puis plutôt prioriser et décaler son activité. Merci pour cette réponse. A priori, on n'a pas d'autres questions au travers du chat, donc je vous propose de s'en arrêter là. Merci pour les éléments d'information que vous nous avez fait parvenir. Donc on va vous envoyer par mail à toutes les personnes qui ont été inscrites, donc à la fois les supports, mais également vous recevrez un lien, puisque nous menons une enquête auprès des entreprises
pour identifier les difficultés potentielles en cas de rupture. Donc sur le message que vous recevrez, vous aurez tous ces éléments et n'hésitez surtout pas à nous faire remonter des choses très compliquées qui peuvent vous arriver pour que de notre côté on puisse informer les autorités des difficultés qui pourraient être subies. Le dernier point, c'est que sur l'information qu'on vous transmettra, vous aurez un contact par département avec son numéro de téléphone et son adresse mail. N'hésitez pas à nous solliciter et on essaye avec vous de trouver les meilleures solutions et on voit bien que parfois c'est plus compliqué qu'il en a l'air. Donc surtout, préparez-vous à la possibilité de ces coupures et vous serez informé peu de temps avant, mais vous serez potentiellement informé. Je vous remercie beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.